Voici donc le squelette de l'application. Je vais retirer de ce squelette tout ce dont j'ai pas besoin, donc juste ces commentaires. Et regardez, donc ça c'est l'utilisateur, c'est déjà la méthode main ou la fonction main, c'est pour pouvoir utiliser. Mais utiliser quoi? Il va falloir que je crée mes classes. Alors la dernière fois, souvenez-vous, on a créé la classe à l'intérieur. Mais maintenant qu'on vient de dire qu'il faut séparer une classe en deux parties, on pourrait très bien le faire ici. Regardez, je pourrais venir là et lui dire ajouter une nouvelle classe. Ajouter une nouvelle classe. Regardez, ici, il y a classe. Vous arrivez à voir l'interface? Il n'y a pas de problème? Vous arrivez à suivre mon écran? Oui, monsieur. D'accord. Oui. Donc, vous voyez, en fait, il y a deux façons d'ajouter. Donc, soit ajouter un fichier. Sinon, si vous venez dans ce dossier fichier source et vous mettez nouveau, ajouter, et vous mettez classe, automatiquement, ça va créer deux fichiers pour nous. Vous voyez ici, on vous dit c'est quoi le nom de la classe. Par exemple, moi, je veux faire le nombre complexe, les nombres complexes. Donc, automatiquement, regardez qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Il a fait complexe.h et complexe.c++. Donc, il va créer deux fichiers. D'accord? Je vais mettre OK. Automatiquement, les deux fichiers sont ajoutés à quel niveau? Regardez, un dans fichier source et un autre dans fichier en tête. Vous voyez? Fichier en tête, ça c'est le dossier qui contient les fichiers en tête. Et celui-là, il contient le fichier source. Allons-y, regardez, je vais rentrer, je vais ouvrir le fichier .h. Ils sont déjà ouverts ici. Vous voyez? Alors, regardons le point Monsieur, H. Oui, pardon? monsieur, Oui, oui, allez-y. monsieur, nouvelle classe dans DFC++. Là, Nouvelle dans DevC++, classe, ça vous n'avez fonctionne pas comment? ça. Vous n'avez pas ça. Dans DevC++, je ne sais pas si je l'ai. Non. Je vais l'installer rapidement, juste pour vous expliquer comment faire pour DevC++. Je vais continuer, une fois il me donnera la main, je reviendrai donc vous expliquer ou répondre à votre question. Monsieur, Oui. concernant c'est quoi la différence entre... parce que lorsqu'on veut faire un ajout, ajouter, on a nouvel élément, élément existant et classe. C'est quoi la différence entre élément et classe? Ça veut dire la différence entre ajouter un nouvel élément Un et nouveau élément, c'est utiliser. juste un fichier. Donc, si vous dites un nouveau élément et que vous le faites sur fichier source, ça va vous ajouter un fichier source. D'accord? Ajouter élément, ça va ajouter un fichier. Si vous êtes sur fichier en tête et vous mettez ajouter élément, ça va ajouter un fichier en tête. Mais en passant par ajouter plutôt classe, ça va vous permettre d'ajouter deux éléments. En fait, un élément pour lui, c'est un fichier. Ça marche? Et d'ailleurs, remarquez bien ici dans la structure, il y a, on va dire, trois types de fichiers, trois types d'éléments. Il y a ce qu'on appelle des ressources. Les ressources, c'est juste des fichiers data, des fichiers dans lesquels vous mettez des données. D'accord? Et puis les fichiers sources, les fichiers code, là où vous écrivez les programmes, c'est les fichiers en tête. Il y a deux types, les fichiers en tête et les fichiers sources. Les fichiers en tête, c'est juste pour déclarer des choses, alors que les fichiers sources, c'est pour réaliser ces choses-là. Mais il ne faut pas se soucier de tout ça. Donc, c'est-à-dire, on est sur un outil et ça peut bien être différent sur d'autres outils. Alors, je veux donc télécharger DevC++ rapidement. Je ne sais pas est-ce qu'il va le faire ou pas. Il est en train de chercher. En tout cas, je vais continuer et je vais revenir installer DevC++ par la suite. Donc ici, regardons les deux fichiers qu'on a. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut inclure trois lignes dans .h. Regardez, ici, on ne les a pas. Mais on les a remplacées par une autre directive. Je ne voulais pas vous donner cette directive parce qu'il est moins clair que les trois lignes que je vous ai demandé de faire. Regardez,
dièse pragma 11 ou 11 pragma ou 11. C'est comme si on dit je veux inclure une seule fois, je veux garantir d'inclure une seule fois. D'accord? Donc ça se réduit par uniquement ces deux mots, dièse pragma ou 11. Ça marche? Donc ça, c'est quoi le but de cette écriture? C'est d'empêcher les risques d'inclusion multiple. Ça marche? Donc c'est plus simple que ce que je vous ai demandé de faire. C'est-à-dire au lieu de mettre if and def complexe, c'est ça ce que je veux faire maintenant, c'est la classe complexe, souligner complexe, define complexe, souligner complexe, avant de commencer la classe, complexe, point virgule, et puis je mets un diff. Au lieu de faire comme ça, on vous a dit, ces deux lignes plus cette ligne, vous les remplacez par ce que je vais mettre avec une autre couleur. Vous les remplacez uniquement par pragma ou 11. Et puis vous mettez votre classe. Complexe. D'ailleurs, tout ça, c'est lui qui l'a fait. Quand on passe par un environnement, lui, il fait des choses à notre place. C'est plus compact, en fait. Cette deuxième façon, c'est plus compact que le fait d'écrire tout ça. Toutes ces trois lignes, ils sont remplacés uniquement par celle-là. Oui? Monsieur, cette pragma est juste pour visuel ou bien pour tout environnement de... Pour div+, pour div C++ aussi, là, je c'est pense que valable? c'est propre à Microsoft. Je pense que c'est propre à Microsoft. D'accord? C'est propre à Visual. Ah, d'accord. À Visual Studio. Et ça remplace. Donc, ça veut dire que le compilateur de Microsoft, le compilateur C++ de Microsoft, quand il trouve dièse pragma ou 11, il comprendra ceci. Il inclut lui-même un message, un symbole, de telle façon à éviter que cette classe soit incluse plus qu'une fois dans le même programme. Monsieur, lesquels on va utiliser? اللي بغيتو. انا دابا علاش هذه شرحتها لكم، حيت جو سوي باسي بار فيزوال سي بلس بلس وهو عطى لينا هذه، دونك ولا مفروض عليا نشرحها لكم. اما نورمالمون حنايا غناخذوا هذه، هي اللي فغي pour n'importe quel environnement, n'importe quel outil. Ce que je vous ai donné au niveau du cours, il est plus valable pour l'ensemble des outils. Ça, c'est comme je viens de dire, c'est une amélioration importée ou plutôt apportée par le compilateur propre à Microsoft. Parce qu'il y a beaucoup de compilateurs. Le compilateur de Microsoft, il a ajouté ça. J'ai pas réussi à télécharger DevC++. Je vais changer donc je vais aller vers Clubic, si je trouve Clubic ici. Oui, celui-là. J'ai une connexion qui est un peu lente. Donc, je vais continuer en attendant qu'il me donne la main. Alors, donc, commençons par ce qui est privé. Donc, je vais définir la partie réelle et la partie imaginaire. Je l'appelle comme ça, IM, pour ne pas dire pi, même IMG, comme ça c'est mieux. Et là aussi, je pourrais mettre réel, comme ça, carrément. Partie imaginaire. Voilà. Alors ensuite, je vais mettre la partie publique. Alors, je veux faire un premier constructeur. Alors, pour résumer 3 constructeurs en un seul, je vais faire comme ça. Double égale 0. Double égale 0. Cela veut dire quoi? Je veux faire un seul constructeur qui peut être appelé par 3 façons, 3 formes. Soit par 0 paramètres,
Et dans ce cas-là, c'est le constructeur par défaut, soit avec un seul paramètre, soit avec deux paramètres. Alors, je pourrais aussi faire ce qu'on appelle un constructeur de copie. Ça va permettre de construire un complexe en copiant un autre. En réalité, je vais me permettre d'ajouter des choses qu'on a bien dans le cours, mais en profitant de l'application, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait comprendre dans l'application mieux que si on est en fait au niveau du cours. Je veux donc ajouter ici ce qu'on appelle un constructeur de copie. Un constructeur de copie, ça signifie quoi? Ça signifie par exemple, j'ai réalisé un nombre complexe Z ou Z1 que j'ai initialisé par exemple à 10, 25. D'accord? Et je veux maintenant réaliser un autre nombre complexe que je vais appeler Z2, mais comme une copie de Z1. Je pourrais le faire comme ça. C'est un clonage si vous voulez. C'est comme si je fais un clonage. Je veux juste cloner Z1 dans Z2. Et c'est quelque chose qu'on a souvent besoin quand il y a surtout des structures qui sont complexes. Par exemple, j'ai réalisé, je ne sais pas, donc une structure qui contient beaucoup de données et j'ai déjà préparé un être et je vois que j'ai besoin d'un autre être qui est une copie conforme du premier. Donc pour le faire, je le fais de cette manière. Donc j'ai deux façons, soit d'écrire comme ça, complexe Z2 égale Z1 aussi. Je pourrais le faire de cette manière. Je vais le faire sur un autre, Z3 égale Z1. Ça, c'est une copie. C'est comme si je lui dis copie pour moi les données de Z1 dans Z3. Et pour faire ça, j'ai besoin d'un constructeur qui va s'en occuper, qui va se charger de cette copie. Et ce constructeur, il faut qu'il ait la forme suivante. Complexe, const, complexe, référence. Et souvenez-vous, en fait, quand on a vu les références, je vous ai dit que les références, c'est pour simuler une communication sortante. C'est pour remplacer la communication par adresse. D'accord? Et ici, en fait, on doit, pour faire un constructeur de copie, on doit recevoir l'objet que nous voulons copier par référence. Et si on le reçoit par référence, ça nous donne le droit de le modifier. Et justement, juste pour empêcher de modifier ce que nous voulons copier, on ajoute le const. Donc const, complexe, et commercial. Remarquez, je vais l'expliquer ici. Regardez, j'ai un objet Z1. Imaginez, il contient beaucoup de données. Ce n'est pas uniquement la partie réelle et la partie imaginaire. Beaucoup de données. C'est même des structures, des fois, qui sont très complexes. D'accord? Avec des liens entre elles. D'accord? C'est tout un plan. Un plan mémoire. Donc, un ensemble d'informations. Je veux tout copier conformément dans un autre objet Z2. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire alors? J'ai besoin de passer par ce constructeur. Je dois donc communiquer cet objet vers le constructeur. Et lui, il faut qu'il remplisse ou qu'il se sert de toutes ces données-là pour faire une copie conforme dans Z2. Si j'ai ici par exemple 100, il faut que j'ai ici aussi 100. C'est une copie conforme. J'ai besoin donc de ce constructeur. Alors, la construction, il n'aura pas d'impact sur l'objet copié. C'est-à-dire, c'est un peu comme si je fais Z2 reçoit Z1. Et ça ne change en rien Z1. Ça change uniquement Z2. D'accord? Donc, normalement, je peux faire une copie, je peux faire une communication par valeur. Mais le fait de faire une communication par valeur, cela suppose que cet objet-là, il va être copié. D'accord? Et nous, on est en train de justement de créer, de faire une construction par copie. Ça veut dire que si jamais vous communiquez par valeur, ça va créer une sorte d'appel sans fin si vous ne transmettez pas une référence. Parce qu'en transmettant une référence, vous transmettez uniquement une adresse, vous ne faites pas de copie de Z1, vous transmettez à l'outil qui va faire la copie uniquement l'adresse de Z1,
Et lui, il va donc, puisqu'il a l'adresse, il peut aller donc lire dans le bloc, il va copier les informations, il va les mettre correctement dans Z2. Mais si vous faites le déplacement de la valeur en entière, eh ben, ce déplacement, il va créer une copie, d'accord, dans l'argument. Et puisque le constructeur est un constructeur de copie, cette copie elle-même, il va faire appel au constructeur. Et par conséquent, donc, ça ne va jamais s'arrêter comme ça. De ce fait, donc, le concepteur, il nous a donné une solution pour faire une copie d'un objet dans un autre. Il faut recevoir le paramètre par référence. Alors, mais on a dit que cette copie ne change rien dans l'objet à copier. Et lorsque vous transmettez une référence, vous donnez le droit de modifier. C'est ce qui fait qu'il y a le const. Const, complexe, référence. On reçoit donc une référence, certes, ça nous permet d'aller vers l'objet, mais pas pour le modifier, uniquement pour le lire. C'est pourquoi donc on a ajouté ce const. Et donc la forme générale pour faire un constructeur de copie, c'est celle-là. Donc si je veux le faire par exemple sur le point, je veux faire un constructeur de copie sur le point, je vais l'ajouter ici. Imaginons j'ai la classe point aussi, classe point. Je veux faire une copie. Qu'est-ce que je vais faire alors? Je vais juste mettre public et je vais mettre ici point const point et comme ça. Donc vous voyez que c'est presque une formule aussi. Chaque fois qu'on a une classe X, vous voulez faire un constructeur de copie, vous mettez XX. Ici vous avez X, comme ça on généralise. Ici X. Et là aussi X. Excusez-moi. Alors, je veux faire un destructeur. Donc, je vais mettre tilde complexe. Et je veux faire donc le reste. Alors, le reste, moi, je vais aller surtout vers les calculs. Par exemple, je veux faire un premier calcul. Je veux, par exemple, calculer un nombre complexe par addition. Addition de deux nombres complexes. Et je vais mettre ici complexe. Complexe, on ne l'a pas écrit correctement. Voilà. Alors, vous allez me dire, ben, l'addition, c'est deux nombres complexes. Où est-ce qu'elle est le deuxième? Par exemple, imaginons je veux calculer dans Z3 la somme de Z1 plus Z2. Comment est-ce que je vais l'écrire? Je vais l'écrire de cette manière, en écrivant Z3 égale Z1.add Z2. C'est implicite, il faut comprendre comme ça. Je vais mettre ici une méthode, comme ça il ne va pas me donner une méthode quelconque. Donc je vais dire par exemple main. Main, on l'a déjà quelque part, donc je vais juste mettre calculer ou calcul. Regardez, maintenant il commence à accepter les écritures que je lui donne. Calcul. Alors, donc regardez cette phrase qu'on est en train d'écrire là. Z3 égale Z1.add Z2. De point de vue mathématique, cela signifie que on veut calculer Z3 par Z1 plus Z2. C'est ça ce que signifie l'écriture. Donc, toutes les méthodes qu'on va faire là, toutes les méthodes,
que nous allons faire, ce sont des méthodes qui doivent être invoquées, qui doivent être appelées sur un objet. Il faut que je mette un objet, point le nom de la méthode. Donc, je suis en train d'appeler, d'exécuter la méthode add sur l'objet Z1. Et lui, il participe dans l'opération. Donc, c'est lui que je veux additionner à l'argument qu'on a donné ici. Et en fin de compte, ça va se voir au niveau de l'implémentation. Quand on va implémenter, vous allez le voir. Mais je pourrais, par exemple, faire une autre en mettant complexe, add, et je donne ici deux nombres complexes. Complexe, complexe. Il faut juste que je dise c'est quoi le type. Donc complexe, c'est avec un C majuscule. Alors, regardez qu'il l'accepte aussi. Pourquoi il a accepté la deuxième méthode qui s'appelle add de cette manière? Parce que c'est une surcharge. Et on a déjà dit que pour surcharger deux fonctions, surcharger, ça veut dire qu'ils ont le même nom. Il faut seulement qu'ils n'ont pas la même signature. Et donc ça, c'est avec deux paramètres. À vrai dire, c'est avec trois paramètres. D'accord? Le troisième, c'est l'objet porteur du message. Ici, on dit dans cet appel que Z1 est l'objet dont la méthode add serait sollicitée. La méthode qui serait sollicitée, c'est celle de l'objet Z1. Et donc, quand on va la définir, on va voir qu'il va faire participer l'objet porteur du message. C'est Z1. En plus de l'objet Z2, bien sûr, qui a été reçu en paramètre. Ici, donc, si je veux donner un exemple d'appel à cette deuxième version d'addition, je vais le faire comme ça. Je pourrais par exemple faire un Z4 égale Z1.add Z2, Z3. Et quand on va l'implémenter, on va lui donner le sens suivant. Je veux calculer dans Z4. Bien sûr, lui, il ne comprend pas Z4. Il faut que je revienne le déclarer. Remarquez, le sens mathématique qu'on va lui donner, c'est celui-là. Égal Z2 plus Z3. Ici, vous voyez quoi, en fait, dans cette écriture? Que je ne veux pas faire participer Z1 dans l'opération. Si ce n'est que de porter le message pour additionner Z2 à Z3 et mettre le résultat dans Z4. On fait participer Z1 pour exécuter quoi? L'addition des deux paramètres qu'on a donnés ici. Donc vous voyez, en fait, avec ces deux versions, on pourrait avoir plusieurs manières de faire. Bien sûr, une seule serait suffisante. Par exemple, si je voulais faire la même opération, cette dernière, et je veux la faire par la première version, qui peut me dire comment est-ce qu'on va le faire? Par la première version. On va écrire Z4 égale, qui peut continuer, mais je veux appeler celle-là, celle qui a un seul paramètre. Et je veux toujours obtenir Z2 plus Z3. Je vais donc écrire Z2.add Z3. Remarquez, ce que je suis en train d'écrire maintenant, je fais participer Z2 en tant que porteur du message add, mais aussi en tant que membre de l'opération d'addition. C'est ce qu'on va faire ici quand on va réaliser cette première version. Alors que la deuxième version, il a les deux arguments que nous voulons additionner, il les a reçus tous les deux. Donc il ne fait que les additionner et retourner le résultat. Je ne sais pas si vous avez compris les deux possibilités qu'on a données là. La question que je risque de recevoir de chez vous, c'est de dire mais pourquoi les deux? Pourquoi on pourrait se contenter d'une seule? Et bien justement, puisque le langage il permet ces souplesses, pourquoi ne pas aussi faire plusieurs façons de faire? Donc chacun il pourrait aussi utiliser celle qui l'arrange. En tout cas, syntaxiquement, cela est bien correct et bien valable. Monsieur, Oui, allez-y. vous êtes en train d'enregistrer cette séance? Oui, 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 je suis en train de le faire. Alors, je vais donc aller faire aussi quelques autres calculs, comme par exemple
avoir le module et l'argument. Donc je vais mettre ici double get module sans paramètre. Et justement, c'est le module de quoi alors? Vous voyez que quand on a un paramètre qui manque, c'est que c'est relativement au porteur du message. D'accord? Par exemple, si je veux calculer le module de Z1, je dois écrire comme ça. Double M1 égale Z1.getModule. Donc, implicitement, je dois comprendre que je calcule le module de Z1. C'est pour calculer le module du porteur du message. Le porteur du message, c'est celui qui a été sollicité par getModule. D'accord? C'est Z1. Donc, automatiquement, on comprendra par cette notation que c'est le module de Z1. Mais je pourrais aussi faire comme ça. Double getModule. Et je mets ici un nombre complexe. De cette manière. Donc forcément, je reçois le nombre pour qui je veux calculer le module. Et donc par exemple, je pourrais bien calculer le module de Z2. Je l'appelle M2. Et je pourrais le faire de deux manières différentes. Soit en écrivant Z2.module, ou bien carrément n'importe quel objet, Z3.getModule. Et c'est là où je précise c'est le module de qui? C'est le module de Z2. Ici, on a fait participer Z3, mais pas pour calculer le module de Z3, c'est pour calculer le module de Z2. Bien sûr, cela va se clarifier quand on va donner les définitions, parce que jusqu'à présent, je vous donne juste quelques façons d'appel pour les méthodes qu'on a là. Et qu'est-ce que vous constatez alors? Vous constatez qu'on est déjà capable d'appeler, il n'y a pas d'erreur de syntaxe, vous voyez? On est déjà capable d'appeler même si on n'a pas encore défini. Et ça veut dire que je suis maintenant en train, ce qu'on a mis là, c'est l'utilisation. Donc, la déclaration d'une classe est déjà suffisante pour commencer à utiliser. Et c'est pourquoi donc on met l'implémentation dans un autre fichier. Bien sûr, nous avons ces possibilités dans le cadre de la surcharge. Donc, alors juste avant d'aller implémenter, je vais me contenter uniquement de ces éléments. Je vais ajouter celle de l'argument aussi, le calcul de l'argument. Je vais dire get argument. Voilà, je vais faire juste une seule version. Voilà, c'est tout. Je vais ajouter une méthode d'affichage parce qu'on doit toujours visualiser quelque chose. Donc, je vais mettre, par exemple, une méthode qui permet d'afficher. Je vais dire afficher. Afficher le nombre complexe. De cette manière. Là aussi, on ne lui a rien donné en fait comme information. Donc, forcément, c'est afficher les données qu'on a là. Alors, j'attire votre attention à une chose. Regardez. L'idéal, quand vous communiquez un objet à une fonction et que cet objet ne sera pas modifié, ne serait que consulté par la fonction. L'idéal, c'est de mettre un const ici. Par exemple, regardez l'addition que j'ai faite ici. Là. Cette addition-là. Je suis en train d'additionner quoi à quoi? Z1 à Z2. Est-ce que Z1 et Z2 vont changer suite à cette opération? Non, les deux ne vont pas changer. Quand vous calculez Z1 plus Z2, ni Z1 ni Z2 ne seront affectés par l'opération. C'est produire un autre nombre complexe. D'accord? Et donc, pour dire cela au niveau de la programmation, il faut que je dise que les objets Z1 et Z2, ils doivent être constants. C'est-à-dire, on interdit à la fonction de les toucher. Alors, pour le faire, il suffit juste d'ajouter ici const. Mais comment dire que le porteur du message ne peut pas être affecté par le message? Comment est-ce qu'on va le dire? Syntaxiquement, le concepteur, il nous a donné une solution, c'est de mettre const ici, à la fin. Alors, le const que vous mettez à la fin veut dire que le porteur du message, celui qui va porter ce message, il ne serait pas affecté par le message, par la fonction. En d'autres termes, quand j'ai écrit z1.add, j'ai interdit à la méthode add de modifier le contenu de z1, et pour le faire, c'est le rôle de ce const. Alors pour celui-là,
c'est le paramètre. Le paramètre reçu par add, on interdit à add de le modifier. Et justement, un calcul d'addition, ça n'utilise que les valeurs de Z1 et de Z2, donc jamais on a besoin de les modifier. Alors, et le meilleur ou la meilleure façon de communiquer un objet, c'est de le communiquer par référence. Monsieur, Oui, monsieur, vous pouvez répéter le constance ah, exact. Regardez, je vais le répéter. لاحظ مزيان دابا انا الا جيت ودرت لاديسيون انا نرسمها لكم هنا بحال دابا عندي ان اوبجي زد 1 مثلا فيه في لا بارتي ريال فيه 10 ولا بارتي ايماجينير بارتي ريال بارتي ايماجينير فيها مثلا 5 وعندي هذا زد 1 زد 2 زد 2 حتى هو عنده لا ميم ستركتور دونك كاين بارتي ريال مثلا disons à 20 et la partie imaginaire à 7 par exemple. بغيت نكالكولي واحد un autre objet z résultant en faisant appel à la méthode add. هي هذه la méthode add. شنو خصني نعطي لهاد la méthode add؟ ديجا باش نعيط عليها غادي نعيط هكذا غادي نكتب z égale z1 ou la Z2. Vous savez que l'addition il est commutative. Donc Z1 plus Z2 ou Z2 plus Z1, c'est la même chose. Point add Z2. Donc, شنو معني هاد l'écriture هو كنصيفط ليها le porteur du message implicitement راه هي كتشد le porteur du message هو هذا وغنصيفط ليها هذا وشنو غدير هي غادي دير l'addition وغادي تكالكولي هذا. Alors, suite à cette opération, est-ce que ces deux-là vont changer? Est-ce qu'ils doivent changer? Sémantiquement, non. La sémantique de l'addition, c'est qu'on ne change jamais ce qu'on a additionné. Donc, il faut qu'en communiquant les deux objets, il faut que je dise à la fonction, tiens, tu n'as pas le droit de modifier ces deux blocs. Alors, pour le faire, il faut que je mette, parce que la syntaxe de add, il s'écrit comme ça. Add complexe, comme ça. Donc il faut que j'ajoute, je vais le mettre avec une autre couleur, il faut que j'ajoute un const ici, ça c'est sur l'argument qui va être reçu. C'est pour dire que la fonction add n'a pas le droit de changer Z2 dans ce contexte-là. D'accord? Mais comment lui dire qu'il n'a pas le droit de changer non plus Z1? On le dit en ajoutant const à la fin, ici. Le programmeur دابا ما كيبانليش فين هو Z1 في هاد l'écriture. Le concepteur, c'est implicite, c'est un passage implicite. Ou l'appelant, ou l'objet sur lequel on est en train d'appeler. Le concepteur, il nous a donné une solution pour dire que la fonction, il n'a pas le droit de modifier l'objet sur lequel on est en train de l'appeler. Eh bien, il faut qu'on mette un const après. وبالتالي donc il a رجعت le code ديالي. Il a, si je vous pose la question où est-ce que je dois mettre les consts, باش نقولوا بان addition il n'a pas le droit de modifier ni le porteur du message ni l'objet le deuxième argument de l'addition. Excusez-moi parce que j'ai entendu un bip sonore donc j'ai cru qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver. En tout cas, il n'y a personne qui vient d'arriver, donc je vais télécharger ici. Télécharger. Continuer vers mon téléchargement. Donc, si je récapitule, donc il va falloir que je mette ici const et ici référence. Parce que quand est-ce qu'on a le risque de modification? C'est quand on communique par référence. Et si on communique par valeur, c'est quelque chose qu'il faut toujours éviter. Pourquoi? Parce que permet la communication par valeur? Ça copie, ça fait des copies. Au lieu d'avoir le bloc réellement, de travailler sur le bloc réellement, on fait une copie du bloc. Or, nous, on ne veut pas faire des copies parce que les copies, c'est coûteux. C'est des mémoires de plus. Ou c'est des blocs mémoire de plus. Donc, pour éviter des copies
il est toujours souhaitable de communiquer par référence. Mais si vous choisissez de communiquer par référence, vous donnez droit à la fonction de modifier, sauf si vous ajoutez const. Et la même chose pour l'objet porteur. On met ici const à la fin. C'est vrai aussi pour l'addition. Je vais mettre ici const, référence, const, référence, et puis const ici. Ici, il n'y a pas d'argument, donc je mets const ici. Pourquoi? Parce que en cherchant à calculer le module d'un nombre complexe, le nombre complexe ne change pas. Et donc forcément, à ce niveau-là, quand on fait l'appel comme ça, je veux dire que getModule, il n'a pas le droit de modifier Z1. Donc je mets un const ici. La même chose ici, je mets const ici, à ce niveau-là. Parce que toutes ces fonctions que je viens d'ajouter maintenant sont des fonctions juste qui consultent. Ils doivent juste consulter les données. Et ils n'ont pas le droit de les modifier. C'est pourquoi donc on est en train d'ajouter const partout. Il serait intéressant que je vous donne un exemple où on a le droit de modifier. Comme ça, vous voyez quand est-ce que je ne mets pas const. Par exemple, imaginons je veux par exemple, on va dire, appliquer une homothétie au nombre complexe. Cela veut dire, cela revient à le modifier en multipliant par un coefficient. D'accord? Ça veut dire j'ai un nombre complexe sur le plan. Je pourrais le dessiner comme un vecteur. Et je veux donc prolonger ce vecteur. Je veux l'allonger ou bien le réduire. Je vais mettre en bleu. Ce vecteur-là, donc à l'état, ou ce complexe à l'état suivant, je veux donc le rallonger le long de la même direction pour en faire ce vecteur. D'accord? Je vais le dessiner en entier. C'est jusqu'ici. Donc je veux faire c'est comme un allongement. D'accord? Je pourrais faire un rétrécissement ou bien un allongement. Ça veut dire que je ne veux pas changer l'argument. L'argument, il faut qu'il reste identique, mais je veux juste changer le module. Je veux passer d'un module M à un module M'. Cela donc passe par la multiplication du nombre complexe par un coefficient K, multiplié par Z. Si vous recalculez Z par K fois Z, eh bien vous obtenez ceci. Donc c'est la multiplication par un nombre complexe. Mais je veux en fait que ça s'applique sur l'objet porteur du message. Donc je veux dire par exemple, quelle serait l'appellation que je dois lui donner en français? Allonger, parce qu'on ne fait pas que l'allongement, on pourrait aussi réduire. Mettre à échelle, je vais dire. Mettre à échelle. C'est-à-dire changer un peu l'échelle du nombre complexe. Redimensionner. C'est ça le terme en fait, redimensionner. Redimensionner. Je veux redimensionner le nombre complexe. Donc vous savez en fait, ça ne va rien retourner, c'est sur l'objet porteur. C'est l'objet porteur qui va être redimensionné. Ou bien auto-redimensionné si vous voulez, si on veut l'appeler comme ça. Et donc il n'a pas de paramètre. Pardon, il a le coefficient de redimensionnement, l'échelle. Donc je vais le recevoir comme étant un double, K. Et c'est tout. Là, il ne faut pas que je mette const. Il ne faut pas que je mette const ici. Parce que si je mets const, j'interdis déjà à la fonction de changer quoi que ce soit au niveau du nombre complexe. Donc ce que je fais, eh ben, je ne mets pas const pour cette méthode-là. Ça, c'est une méthode c'est un modifieur. C'est une méthode modifieur. Il modifie. Modifieur de l'objet. Avec l'objet que j'appelle toujours porteur du message, on va dire objet courant. L'objet courant. Donc, il a besoin de nous dire comme je connais l'objet courant fait de l'appel. Ou Z1. L'objet courant fait de l'appel. Ou Z2. L'objet courant fait de l'appel. C'est Z3.
D'accord? C'est celui sur lequel on a sollicité le message. On l'appelle tout simplement objet courant. D'accord? L'objet, en fait, il est implicitement communiqué à la méthode sous forme d'un pointeur. Son adresse, il est communiqué par adresse, plutôt, il est communiqué à la fonction implicitement. Et il s'appelle 10. L'objet courant, je vais dire dans l'adresse ou d'adresse 10. Dans l'adresse et 10. On va le voir dans l'implémentation. Vous allez voir cet objet 10, 10 object. C'est toutes les fonctions, toutes les méthodes qu'on est en train de définir là. Implicitement, ils auront un paramètre qui s'appelle 10. On n'a pas besoin de l'expliciter et qui n'est autre que l'adresse de l'objet porteur du message. Donc, toute méthode, il reçoit implicitement l'adresse de l'objet porteur du message. Et puisque c'est un objet qui est communiqué par adresse, si on veut interdire à la fonction de le modifier, il faut qu'on ajoute alors ce const. Si on veut permettre la modification de l'objet pointé par 10, on ne met pas le const non plus. Voilà, donc je vais me contenter uniquement de ces méthodes. Donc on a déjà fait 5 ou 6 méthodes. Et je vais maintenant passer à l'implémentation. Ce code, je vais le laisser, après je vais revenir le voir. Donc maintenant, où est-ce que je dois faire l'implémentation de ma classe? Je la fais dans le fichier C++, dans complexe.c++. Parce que tout ce que je viens de faire là, il est dans le point H. Regardez ce que je vais faire. Je vais copier toutes ces lignes. Je vais les copier. Et je vais les déplacer ici. Complexe.c++. Et regardez, lui, il a déjà inséré complexe.h. Vous l'avez vu? C'est lui qui l'a fait à ma place. Donc, je vais coller toutes les fonctions que j'ai ramenées. Et regardez, tout de suite, il va les souligner en rouge. Tout de suite. Pourquoi? Parce que ici, il ne comprend pas c'est quoi la méthode complexe. Mais par contre, si j'ajoute complexe, double de points, et bien là, regardez, il commence à me dire oui, ça je peux l'accepter. Bien sûr, là, il est en train de souligner en rouge. C'est comme s'il me dit, il ne faut pas déclarer deux fois. Mais si j'ajoute un bloc, ben là, il accepte. Donc, regardez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter à chacune de ces méthodes complexe double de points, tout au début, comme ça. Je le fais sur toutes les méthodes. Non, 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 pas ici. Désolé, c'est pas ici, attention. Il faut que je le mette avant le nom. C'est ici. Juste avant le nom de la méthode. Là aussi. Complexe, redimensionné. Il les souligne toujours en rouge parce que je n'ai pas encore associé de bloc. Regardez, je vais ajouter le bloc. Je vais juste copier aussi ce code. Et je vais remplacer le point virgule par ce code. Regardez, je suis en train donc de faire les blocs pour définir chaque fonction. Dès que le bloc est ajouté, il n'y a plus d'erreur de syntaxe. Pourquoi d'ailleurs il souligne une erreur de syntaxe? Parce qu'il vous dit vous avez déclaré deux fois. Parce qu'en incluant ce fichier, vous avez déjà une déclaration. Il faut maintenant passer à la réalisation. Voilà, c'est fait. Donc vous voyez que maintenant il n'y a plus d'erreur et tout est prêt pour commencer à écrire. Alors, on n'a pas ramené le constructeur. Il y a une fonction qu'on n'a pas ramenée. C'est celle-là. Vous voyez, je l'ai sautée, celle-ci. Donc je reviens l'ajouter aussi, tout au début. Comme ça, on ira dans l'ordre. Donc j'ajoute le... Voilà. Bien sûr, il ne faut pas répéter égal 0 plus qu'une fois. On l'a mis dans la déclaration, ça suffit. C'est suffisant. Alors, je mets ici les noms. Chaque fois qu'il y a un paramètre, il faut que je lui donne un nom. PY. Ici, je vais dire Z. Un nombre complexe Z. Ici, il n'y a pas de paramètre.
là un nombre complexe Z, un nombre complexe Z, un deuxième nombre complexe, je vais dire ici Z1, Z2, parce qu'on a deux nombres complexes, Z2, ici il n'y a pas de paramètres, getModule, il faut que je dise pour quel, on l'a fait de deux manières, soit sur l'objet courant, soit sur un nombre complexe Z, getArgument, affiché, et puis redimensionné. Voilà. Alors, que doit-on faire ici? Ben, c'est très simple. Il faut juste que je mette dans la partie réelle. D'ailleurs, regardez, dès que je mets partie réelle, il me donne les arguments ici. Il me donne les attributs. Vous voyez, moi, je vais commencer à écrire. Et lui, il me dit tous les membres qui commencent par P. Si je mets R, tous les membres qui commencent par PR. Et tout de suite, je vais trouver partie réelle que j'ai déjà fait dans ma classe. Regardez, je vais le sélectionner. Je vais mettre égal PX. Partie imaginaire égale PY. Alors vous allez me dire, eh ben, pourquoi on a fait tout ça pour prendre les arguments et les affecter? Oui, mais on pourrait faire des contrôles. Si besoin est, on pourrait donc bien placer des contrôles. Pour le moment, je ne veux pas le faire pour ne pas tarder. Alors pour celui-là, qu'est-ce qu'il va faire lui? Donc déjà, si on se pose la question, mais ces deux données qu'on vient de recevoir, on est en train de les poser dans quel nombre complexe? Dans lequel? Dans l'objet courant. Donc partie réelle, quand vous l'écrivez toute seule, c'est relativement à l'objet porteur du message. L'objet que nous allons créer. D'accord? Et donc c'est pourquoi on a dit que toutes ces méthodes-là, ils vont recevoir par défaut le pointeur 10. Alors par exemple, imaginons que moi j'ai choisi de nommer ce Px, au lieu de le nommer comme ça, par Px, je veux le nommer par P réel. Et celui-là, je veux le nommer, comme ça je lui donne un sens plus fort, imaginaire. D'accord? Regardez, en fait, déjà, ça va devenir ambigu avec les attributs qu'on avait dans la classe, parce que les attributs de la classe, ils s'appellent exactement de la même manière. Je viens ici de choisir, pour augmenter la sémantique des paramètres, de leur donner leur sémantique, parce que le premier paramètre, c'est pour la partie réelle, et le deuxième paramètre, c'est pour la partie imaginaire. Et je ne vais pas écrire partie réelle égale partie réelle. Lequel des deux alors? Est-ce que c'est l'argument ou bien c'est l'attribut? Regardez, là, je pourrais écrire comme ça, 10 flèches. Vous vous souvenez de la flèche? On l'a vu en C. 10 points, 10 flèches. Regardez, je le rappelle ici. Vous vous souvenez quand on a fait des structs? Structs, par exemple, prenons personne, une personne donc, qui est composée par exemple d'un numéro M, matricule par exemple, et d'un nom. Alors en faisant cette déclaration, je pourrais créer des objets de type personne, par exemple P. Et on a déjà dit que pour accéder au champ, il faut écrire P.matricule. P. le nom. Ça, on l'a vu quand on a vu les données de type structuré. Et si on avait maintenant déclaré un pointeur, je mets personne, étoile, PR ou PTR, pointeur. Comment est-ce que j'accède au matricule? J'accède par écrire PTR flèche MTR. Eh ben, c'est exactement la même chose. Donc ici, comme 10 est un pointeur sur l'objet porteur du message, sur l'objet courant, pour accéder aux attributs de l'objet, on met 10 flèches PR. 10 flèches. D'ailleurs, vous pouvez bien le constater, moi je vais juste écrire 10 flèches et c'est lui qui va me donner les membres. Regardez, flèche, lui il me donne tous les membres. Tous les membres accessibles, donc y compris les données. Regardez, je veux aller vers la partie imaginaire, je vais écrire comme ça. Et là, si je mets égal partie imaginaire, je vais retirer le 1, comme ça je vais avoir la même appellation.
et ici, partie réelle. Quand même, maintenant, on nuance entre les attributs qui, par coïncidence, ils ont pris le même nom que les attributs. Regardez, les attributs sont là. Regardez leur nom. Les paramètres de la fonction, je les ai juste par coïncidence appelés par les mêmes appellations. Et comment est-ce qu'on va distinguer alors à l'intérieur? Là, je suis obligé de passer par 10. 10, flèche, pour aller vers l'attribut de l'objet. Je ne sais pas si vous avez compris cette écriture. Bien sûr, pour s'en sortir, je nomme différemment. Mais quand vous nommez différemment, par exemple, vous mettez juste A et B. Si vous dites à quelqu'un lisez ça, et ben, il va tout de suite vous dire c'est quoi A et c'est quoi B. Parce que en lisant les noms, il ne voit pas la sémantique des arguments. Mais par contre, si j'appelle ici partie réelle, eh ben, c'est plus clair. Partie imaginaire, c'est plus clair. Mais quand même, avec cette appellation, donc il va falloir qu'on fasse intervenir le pointeur implicite 10 pour faire la distinction, pour faire la nuance entre les deux. Alors maintenant, je ne sais pas, j'attends toujours s'il y a des questions. Est-ce que vous avez compris un peu l'utilité de 10? Oui, monsieur. D'accord, parfait. Donc, à retenir quoi? Toute méthode d'une classe reçoit implicitement l'adresse de l'objet porteur du message et il l'appelle 10. Il s'appelle 10. Et c'est un pointeur. Donc, si vous voulez aller vers un membre de l'objet pointé, il faut alors mettre la flèche. 10, flèche. Alors, je vais l'appliquer ici. Par exemple, je veux encore construire, mais par copie de Z. Je veux copier les données de Z dans l'objet courant. Ici, il n'y a pas de risque d'ambiguïté. Je pourrais écrire directement réel, partie réelle égale Z.partie réelle. Ici, je dois faire le point. Pourquoi? Parce que Z n'est pas un pointeur, c'est une référence. Et on a dit une référence, il s'utilise comme l'objet. C'est un alias. Donc, je mets un point. Regardez, en mettant un point sur Z, je vois la partie imaginaire et la partie réelle. Donc ici, il n'y a pas de risque. Mais si vous voulez continuer à écrire 10 flèches, pas de souci, vous pouvez toujours le faire. 10 flèches, partie réelle, égale Z.partie réelle. Je suis en train de dire donc la partie réelle de l'objet reçu, je la mets dans la partie réelle de l'objet courant, l'objet que je suis en train de construire. Alors 10 flèches, partie imaginaire reçoit Z.partie imaginaire. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de faire au niveau de la destruction? Il n'y a rien à détruire. Rien à détruire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mémoire dynamique. Au niveau de l'objet, il n'y a pas de mémoire dynamique. Et par conséquent, donc, je vais juste afficher un message ici en disant je suis en train de détruire destruction du nombre complexe. Je vais la faire suivre par un retour à la ligne. Bien sûr, là, il me souligne c'est out parce qu'il ne le connaît pas. Il faut que je mette. Il a déjà inclus IOStream pour moi, mais il faut que je mette using name space std. Dès que je fais using namespace std, il commence à accepter cette écriture. Voilà. Alors même au niveau des constructeurs, je pourrais afficher un petit message en disant je suis en train de construire. C'est juste, on ajoute ces messages uniquement pour que vous sachiez à quel moment la construction est faite, à quel moment la destruction est faite. Mais sinon, dès qu'on comprend ça, c'est plus la peine de le faire. Je vais mettre ici construction du complexe, du nombre complexe. Alors là aussi, c'est une construction, mais par copie. Comme ça, vous savez aussi quand est-ce que la construction par copie s'opère. Construction par copie du nombre complexe.
Alors, je suis en train un peu de faire vite pour vous libérer. Je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait, on a le droit de continuer un petit peu, donc peut-être pour 10 à 15 minutes, ça marche? Ou bien vous avez quelque chose après? Non, monsieur. Vous savez pourquoi je tiens à vous retenir un petit peu, un petit moment, donc c'est juste pour que je finalise, parce que sinon c'est comme si on n'a rien fait. On doit donc finaliser juste l'application, ça va me coûter 10 minutes encore, maximum. Ça marche? Vous pouvez me donner ces 10 minutes? Oui, monsieur. Très bien, Oui. Oui, monsieur. très bien. Merci. Très bien, donc, alors je vais aller vers l'addition, donc je vais additionner quoi à quoi? Ici, l'objet courant à l'objet reçu en paramètre. Et le résultat, ça doit être un nombre complexe qu'il faut retourner. Donc je vais créer un nombre complexe que je vais appeler la somme. Je l'appelle S, juste pour dire que c'est une somme. En réalité, en faisant de la sorte, je l'ai déjà construit. Je suis en train de faire appel au constructeur par défaut. Mais je pourrais en fait faire directement la construction ici, en lui donnant la partie réelle de l'objet courant, plus la partie réelle de Z. Z.partie réelle. Z.partie réelle. Alors ça, c'est uniquement la première, c'est pour constituer la partie réelle globale. Je mets virgule et je fais les autres. Donc partie imaginaire plus Z.partie imaginaire. Alors comme ça, c'est mieux. Vous savez pourquoi? On a fait, au lieu de faire, je vais retirer ça, au lieu de faire ça, au lieu de faire juste comme ça, vous savez qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de construire un nombre complexe S en faisant appel au constructeur par défaut. Donc on est en train déjà de mettre 0, 0 dans sa partie réelle et sa partie imaginaire. Et une fois fait, on revient encore modifier ce 0, 0 par la partie réelle du premier plus la partie réelle du deuxième, puisque c'est ça l'addition, et la partie réelle la partie imaginaire du premier plus la partie réelle imaginaire du deuxième. Donc le mieux serait de la mettre directement, en faisant directement appel au constructeur avec deux paramètres. Maintenant, je vais juste le retourner. Mais mieux encore, on pourrait retourner, je vais le faire comme ça, pour ne pas vous donner beaucoup de choses, donc juste de cette manière. Return S. D'accord? Retourner S. En tout cas, on pourrait aussi faire comme ça. C'est ça ce que je voulais vous dire. Je fais appel au constructeur et je mets return de cette manière. Donc, comme ça, on se débarrasse carrément de la variable locale. En une seule ligne. Retourner l'appel au constructeur. Et quand vous appelez le constructeur, c'est pour créer et initialiser un objet. Donc, automatiquement, on crée et on initialise un objet avec les bonnes valeurs, avec la somme des parties réelles, la somme des parties imaginaires, et je retourne le résultat. Remarquez bien, je vais le faire ici aussi, mais cette fois-ci, je dois retourner quoi? Et je pourrais le faire comme ça, en disant Z1.add Z2. En faisant appel à quoi? À la méthode qu'on a juste en haut. Parce que regardez la méthode qu'on a en haut. C'est une méthode qui reçoit un seul argument, mais qui doit être appelée par un objet. Et là, je suis en train d'appeler par la première forme, Z1.add Z2. Ça veut dire que je suis en train d'additionner Z1 à Z2 et de retourner le résultat. C'est mieux que de faire complètement comme ça. Regardez, je pourrais le faire différemment. Quelqu'un, il pourrait faire double partie réelle de la somme. Je vais dire comme ça, partie réelle de la somme. Et je vais donc y calculer Z1.partie réelle plus Z2.partie réelle. Vous voyez à quoi je veux venir? Donc, je suis en train d'additionner pour calculer la partie réelle à part, ensuite la partie imaginaire à part, ensuite créer un objet et y injecter ces deux valeurs, ensuite retourner cet objet. Et bien tout ça, on le factorise en une seule écriture.
en mettant de cette manière. Alors, get module, le module, c'est la racine carrée de la somme des carrés, de la partie réelle au carré et la partie imaginaire au carré. Donc, je vais directement mettre return sqrt de la partie réelle plus au carré, bien sûr. Je vais juste la multiplier par la partie réelle plus la partie imaginaire, image, multipliée par la partie imaginaire. Alors, get module de Z, qui peut me dire comment est-ce que je vais le faire en une seule phrase? Return, bien sûr, qui commence par return. Je veux retourner le module de Z. Donc, je mets z.get module. Je suis en train d'appeler la méthode qui est au-dessus, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Attention, c'est point. Donc ça, c'est un appel à ça. Et c'est quoi l'objet porteur? Cette fois-ci, c'est Z. Donc, c'est comme si je communique Z à cette méthode, et elle, il va donc me retourner tout ça. Et puis pour get argument, comment est-ce qu'on va le faire? Pour l'argument, comment est-ce qu'on le calcule? Par la fonction arctangente. On utilisera la fonction arctangente. Imaginaire sur oui. Sur la partie. Oui, oui, la partie imaginaire sur la partie réelle. Arctangente. On dispose d'une fonction qui s'appelle arctangente 2. Arctangente 2, c'est une fonction mathématique qui reçoit la partie imaginaire. Il reçoit deux paramètres. Vous savez très bien que le calcul de l'arctangent, le rapport sinus sur cosinus, il peut avoir une singularité. D'accord? Donc là, ça évite juste de calculer le rapport. Partie réelle. On va donc retourner arctangente 2. Retourner arctangente 2 de la partie imaginaire, virgule, partie réelle. Ça va calculer l'argument. C'est mieux parce que vous pouvez passer par arctangente. Mais si vous mettez arctangente, il faut mettre ici un seul argument en divisant. Il faut calculer le rapport. Et en calculant le rapport, vous risquez de tomber dans les singularités, notamment si vous divisez par 0. Si notamment la partie réelle est nulle. Ou bien carrément une indétermination si les deux sont nuls. Or, pour l'autre, ça évite de faire ce calcul. Donc, ça évite la singularité. Mais il faut donc passer par la fonction qui a deux paramètres. Donc, le 2, justement, c'est pour dire c'est une fonction qui a été prévue, qui a été programmée en recevant deux paramètres. Et en étudiant les deux, il peut toujours ressortir l'argument. Alors, l'affichage maintenant, pour finir. Je vais donc afficher par cout. Je vais afficher comme ça, donc en disant complexe, nombre complexe, et je vais mettre entre parenthèses les deux parties. Donc je vais ajouter ici la partie réelle. Et puis après, je vais mettre une virgule. Et je vais afficher la partie imaginaire. Avant de fermer la parenthèse et éventuellement de revenir à la ligne. Alors, je vais en fait le noter en deux parties. Donc, je vais dire complexe, nombre complexe, 2 points. Je reviens à la ligne à partir de là. Ensuite, je vais donc écrire coordonnées cartésiennes, en notation cartésienne, ou bien représentation, on va dire. Représentation cartésienne.
en représentation cartésienne. Donc, je vais afficher ce qui suit. Je vais juste décaler ici par un anti-slash T. Et puis, je vais aussi continuer en ajoutant, je vais mettre ça à ce niveau-là. Et je vais copier tout ça. Et je vais dire ici représentation polaire. Pour avoir la représentation polaire, ça veut dire on affiche quoi pour la représentation polaire? Avant de mettre endline à la fin et point virgule. La représentation polaire, donc au lieu d'afficher la partie réelle et la partie imaginaire, on affichera plutôt le module et l'argument. Et le module, on a déjà une fonction qui le calcule, c'est getModule. Donc je vais mettre ici getModule. GetModule, je fais appel à la méthode getModule. Et ici, je vais faire appel à la méthode getArgument. GetModule, il faut, quand vous appelez une méthode qui n'a pas de paramètres, il faut mettre les parenthèses. Je vais revenir à la ligne juste pour que vous puissiez voir un peu le tout. Voilà. Carrément, je reviens à partir de là. Et puis voilà. C'est une seule phrase. Tout ça, c'est une seule phrase. Vous voyez, il y a un seul cout. Et on continue. On pourrait toujours continuer de cette manière. Qui peut me dire, regardez bien s'il vous plaît, qui peut me dire comment peut-on, au lieu d'appeler getModule 0 paramètre, je fais appel à getModule avec un paramètre, à celle-là. Je veux calculer ici le module de quoi? De l'objet que je cherche à afficher. L'objet courant. Et on a dit l'objet courant, il est désigné par 10. Qui peut me dire alors comment est-ce qu'on pourrait faire appel à la méthode qui a un argument? Bien sûr, le plus simple, c'est de faire comme ça. Si je veux communiquer ici le complexe pour qui je veux calculer le module. Et ça doit être qui ce complexe-là? C'est l'objet courant. Et l'objet courant ici, on le connaît par 10. Mais 10 n'est pas un complexe. 10 est le pointeur sur un complexe. Donc si je veux avoir le complexe, ça serait... Vous vous souvenez de ça en fait? On a dit que quand un pointeur pointe sur un bloc, vous avez un pointeur PTR qui pointe sur un bloc, sur le nombre complexe. Alors, donc le pointeur, il porte l'adresse du nombre. Si ce nombre s'appelle Z, ici vous avez l'adresse de Z. Et comment est-ce que vous désignez Z par le pointeur? Vous le désignez par étoile PTR. Donc là, d'ailleurs, vous voyez qu'il souligne en rouge parce qu'il me dit j'attends un complexe, pas le pointeur d'un complexe. Donc je vais mettre ici étoile 10. Et dès que je mets étoile 10, ça passe. Là aussi, je pourrais le faire par étoile 10. Bien sûr, le plus simple serait de faire appel à la fonction directe, celle qui calcule pour l'objet courant. Ici, on a fait appel à la méthode qui calcule pour l'objet paramètre et on a communiqué comme objet paramètre l'objet courant. Donc, ça revient au même. Étoile 10, je ne sais pas pourquoi il me donne une erreur ici. GetArgument, ah oui, parce que pour l'argument, on a fait une seule. Vous voyez, on n'a pas fait les deux. Vous voyez, il y a une seule, il n'y a que GetArgument avec 0 paramètre. Donc, je ne peux pas faire le GetArgument qu'avec la première version. Ça tombe bien, comme ça vous comprenez un peu les différentes... Parce que le premier niveau que nous devons acquérir, c'est le niveau lecture de ces notations. Toutes ces notations que je viens de faire maintenant, il faut qu'on soit capable de les lire. Alors le redimensionnement, ça fait quoi? Je vais le faire en une seule phrase. Retourner un nombre complexe. Non, 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 non. Non, c'est pas retourner un nombre complexe parce que c'est pour changer l'objet lui-même. Donc ça retourne rien, c'est void.
il faut que je change la partie réelle de l'objet courant. Je la change par quoi? Par, je vais juste mettre multiplier égal K. Il faut que je fasse la même chose pour la partie imaginaire. Partie imaginaire, multiplier égal par K. C'est tout. Et vous voyez que là, on est en train d'agir sur les parties réelles. Toutes les méthodes que vous voyez là, sauf les constructeurs, sauf au niveau de la construction, on n'a jamais écrit PR égal ou bien P imaginaire égal. Donc, ça explique pourquoi on a mis les const ici. Par contre, là, on ne l'a pas fait. On est en train de modifier la partie réelle et la partie imaginaire. C'est ce qui explique pourquoi on n'a pas fait le const ici. Voilà, maintenant tout est prêt pour tester un peu ce qu'on vient de faire. Je vais juste ramener le code qu'on a là, ce code, parce que ça constitue déjà quelques exemples d'appels. Je vais retirer cette fonction, parce que notamment, il ne faut pas que je programme ici. Il faut que je laisse uniquement la déclaration dans ce fichier. C'est ce que je laisse maintenant. Et s'il y a lieu de programmer quoi que ce soit, il faut le mettre dans main. Regardez, je vais mettre ici, je vais retirer Hello World et je vais le changer par ce que j'avais essayé tout à l'heure. Regardez, donc, pour chaque opération que je vais faire, je vais faire l'affichage. Je vais donc ajouter un autre complexe. Je l'appelle celui-là Z0, par exemple. Pourquoi? Parce que je veux aussi faire appel au constructeur par défaut. Donc là, vous devez voir qu'il y a l'appel au constructeur par défaut. D'accord? En tout cas, nous, on ne les a pas nuancés parce qu'on a factorisé tous les constructeurs en un seul. Cette écriture, c'est pour 3 constructeurs, avec 0 paramètre, avec 2 paramètres et avec 1 paramètre. Donc, je veux les essayer tous, toutes ces méthodes-là. Donc ça, c'est avec 0 paramètre. Je vais faire un autre complexe avec un seul paramètre. Donc, je l'appelle celui-là Z4 ou 5. Et je vais lui affecter 10 par exemple. À chaque fois que je ferai une création, je vais afficher. Je vais écrire Z0.afficher. Donc vous voyez, je peux donc faire appel aux différentes méthodes. Là aussi, je vais mettre afficher. Z5.afficher. Pour voir qu'est-ce qu'il va produire pour moi. Attention pour 0,0, donc je ne sais pas comment est-ce que arctangente va procéder, parce que c'est une indétermination. Si je vous dis je suis dans dans un nombre complexe qui est à l'origine, ce nombre complexe, et je vous dis c'est quoi l'argument? C'est quoi le module? Le module c'est 0. Et l'argument? Je ne sais pas. Tout dépend de ce que va retourner arctangente 0,0. Arctangente 2, 0, 0. En tout cas, on va le voir. Ici, je vais mettre aussi Z1.afficher pour voir qu'est-ce qu'il va m'afficher à ce niveau-là. Et maintenant, je vais voir que là, on va construire par copie. Donc, si je demande d'afficher Z2, après la copie, il faut que j'obtienne les mêmes choses que ce que j'ai dans Z1. Donc, je vais justement l'essayer. Afficher. Alors maintenant, j'affiche le résultat de l'addition. Par exemple, ici, je vais donc, j'ai calculé de différentes manières. D'abord Z1 plus Z2. Je vais mettre Z3.afficher pour voir qu'est-ce que ça va faire. La même chose ici. Z4.afficher. Et voilà, donc on a tout essayé. Donc là, j'ai recalculé différemment. Donc je vais juste retirer ça. Je vais maintenant visualiser les modules. En tout cas, on n'a pas besoin de visualiser les modules. Pourquoi? Parce qu'en affichant, on affiche la forme polaire. Donc on verra les modules pour chaque objet. Une dernière fonction que je n'ai pas encore testée. Ici, j'ai testé toutes les fonctions. J'ai testé l'add, addition.
J'ai testé getModule, getArgument à travers l'affichage. Et il me reste une dernière que je n'ai pas encore testée, c'est redimensionner. Regardez, je vais redimensionner par exemple ce vecteur, celui-là, Z1. Donc je vais recalculer Z1 en mettant Z1 point redimensionner. Et je vais mettre un coefficient multiplicateur de 2. Donc forcément, si je demande maintenant d'afficher Z1, ben, il faut que ça passe au double, à un vecteur qui est le double. Donc je vais mettre afficher. Z1, c'est avec un Z majuscule. Afficher. Je vais afficher avant et après. Comme ça, on pourrait voir on pourrait comparer les deux derniers affichages pour voir qu'effectivement, on a doublé. Et on doit vérifier que l'argument n'a pas changé. Je vais juste mettre ici le point virgule. Point virgule. Voilà, donc on a fait un jeu d'essai, un jeu de test à travers lequel on a testé toutes les fonctionnalités. Vous voyez un peu la fonction main maintenant. Vous voyez, c'est presque en français. Afficher, afficher, redimensionner. C'est vraiment, on a caché tout. Tout, il est là. D'accord? Donc regardez, je vais exécuter donc ce programme. Je vais l'exécuter pour voir. Donc d'abord, je vais déboguer, ou je vais compiler. Là, il est en train de compiler. Et il a affiché tout ça. Alors, remarquons depuis le début. Alors, il a construit le premier. Je vais peut-être faire comme ça. Et on va arrêter à ce niveau-là. Juste après, on commente un peu les résultats et on arrête. Regardez qu'est-ce qu'on a fait dans l'ordre. Je veux les comparer avec ce qu'on a dans l'arrière-plan ici. Remarquez bien. Au début, donc, on a construit Z0. Et regardez avec quelle valeur? 0, 0. Et aussi la représentation polaire, c'est 0, 0. Alors après, on est passé encore par une autre construction. Donc chaque fois qu'on passe par un constructeur, on affiche le message construction du complexe. Ça, c'est le résultat d'afficher. Afficher, il affiche comme ça. Il affiche la représentation cartésienne, en face la représentation polaire. Regardez, c'était quel objet celui-là? C'est Z5. Il a la partie réelle à 10 et donc la partie imaginaire à 0. Donc on a 10, 0. Est-ce que ça c'est bon? Oui, 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 c'est bon. Donc on a l'argument qui est égal à 0 et le rayon, le module, c'est 10. Parce que là, il est sur l'axe horizontal. Alors pour l'autre, pour 10, 25, on va voir quand même une différence entre la représentation polaire et la représentation cartésienne. 10, 25. Ici, le module, c'est 26,9. Et l'argument, c'est 1, d'ailleurs, l'argument ici, il est calculé en radians. Alors après, on a affiché, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé Z2 par copie de Z1. Regardez qu'est-ce qu'on a fait alors. On a transmis Z1. C'est à quel niveau déjà? Construction, destruction. Où est-ce qu'elle est la construction par copie? Juste après la construction de Z10-25. Construction par copie. Oui, 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 elle est là. J'ai déjà sauté une ligne. Elle est ici. Donc vous voyez que head l'écriture head, Z complexe Z2 entre parenthèses Z1. Voilà ce qu'il a produit. Il a produit ceci, ce message. Construction par copie. Et regardez, on a affiché après quoi? On a affiché Z2. Donc on doit trouver la même chose que ce qu'on a dans Z1. Donc on a copié, c'est une copie conforme. On a copié exactement. Alors après, on a déclaré Z3 et Z4, donc par défaut. C'est pourquoi il y a construction du nombre complexe, construction du nombre complexe pour les deux. Ensuite, on a calculé Z1.add Z2. Et souvenez-vous, à l'intérieur de add, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un return complexe. Donc, on a créé un complexe local à add. C'est pourquoi il y a ici 3 constructions. Construction pour les deux premières pour Z3, Z4. Et celle-là, la troisième, celle-là, c'est pour l'objet qui est à l'intérieur.
L'objet qu'on a mis, souvenez-vous, on a mis return complexe entre parenthèses et on a donné les valeurs. Et cet objet, comme il est local à la fonction add, il va être détruit à la fin de l'appel. Donc c'est pourquoi on est passé par destruction de l'objet courant, de l'objet local. Et puis on a affiché Z3. Qu'est-ce qu'on doit trouver dans Z3? On doit trouver la somme de Z3 et Z4. Je ne sais pas à quel niveau on a donné Z3 et Z4. Pardon, de Z1 et Z2. Z1 et Z2, c'est les mêmes valeurs. Donc 10, 25, 10, 25. Donc on trouvera 20, 50. Et ici, le module, il va changer bien naturellement. L'argument, il ne va pas changer. Parce que vous avez fait la somme de deux vecteurs parallèles, confondus même. Donc ça va faire un vecteur qui a la même direction. Donc l'argument, il n'a pas changé. Mais par contre, le module, je pense qu'il a doublé, oui. Et après, donc, qu'est-ce qu'on a fait après? Donc, on est passé pour calculer Z4 en additionnant Z2 et Z3. Donc là aussi, il y aurait un objet qui va être créé au local. C'est celui-là. Aussitôt, il va être détruit. Mais ces données sont déjà retournées. On va les récupérer dans Z4. Et dans Z4, on doit trouver Z2 plus Z3. Or, Z3, il contient déjà Z1 plus Z2. C'est comme si on a fait le triple. Vous voyez, 10 fois 3, 25 fois 3. Le module, il va rester le même. Afficher Z1. Donc après, je suis revenu à l'affichage de Z1. C'est celui-là. Pourquoi? Juste pour montrer l'effet de l'homoticie, l'effet du redimensionnement. Regardez, en multipliant par 2, on est passé à 20, 50. Et l'argument, il n'a pas changé. Donc ça veut dire qu'on est resté sur le même argument. Et par la suite, tous les objets qu'on a créés, tous les objets, Z1 jusqu'à Z5, ils vont être détruits, puisqu'on est à la fin de mai, donc 5 fois l'appel au destructeur. Voilà, donc si vous refaites ce même programme et vous le lisez un peu les messages, dans quel ordre ils vont être affichés, et pourquoi ils étaient affichés comme ça, vous allez comprendre parfaitement tout ce qui se rapporte à la notion de classe, notion de constructeur, destructeur, constructeur par copie, et puis les méthodes de calcul, get, set, etc. Alors ce que je vais faire, je vais juste partager avec vous dans la conférence ce programme. Je vais donc le copier. Sinon, je vais le mettre... Vous avez un groupe WhatsApp, tous? Je vais envoyer à Sana sur son WhatsApp. J'envoie les fichiers et vous les partagez par la suite. D'accord, monsieur. D'accord, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais complètement fermer le projet et vous allez trouver deux fichiers partagés sur votre WhatsApp, donc complexe.h et complexe.c++. Comme ça, si quelqu'un voulait les essayer, moi je vous conseille de les essayer vous-même en les écrivant, mais à chaque fois que vous aurez un petit blocage, vous irez voir un peu du côté de ce code, jusqu'à ce que vous réussissiez à faire ce programme en entier. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant d'arrêter? Consultez votre classe, la classe Room. Donc, j'ai déjà mis le support de cours. Alors, cette classe, où est-ce qu'il est le support de cours? C'est pas possible, donc peut-être que je l'ai mis dans une autre. En tout cas, vous allez consulter votre classe. Je vais vous envoyer le code de la classe, comme ça si jamais c'est une autre. Donc je vous envoie aussi il est là déjà le support de cours. Je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas donné le reste. Donc, en tout cas, je vais mettre le support de cours dans cette classe. Je vous envoie aussi le code dans le groupe, dans le WhatsApp de Sana et vous partagez avec tout le monde. Vous trouvez le groupe, le cours, le support de cours, vous trouvez la vidéo. Ça, c'est une vidéo des séances précédentes et vous allez trouver d'autres vidéos que je vais rajouter. Alors maintenant, s'il y a des questions, si quelqu'un veut poser une question avant qu'on arrête. Pas de questions?
Ben, parfait. Donc, à lundi, Inch'Allah. Donc, on a le cours lundi après-midi. C'est la dernière séance. Donc, sur cette séance-là, je vais vous faire encore une application, une autre application, autour des notions qu'on vient de voir aujourd'hui et les séances précédentes. C'est exactement. Donc, je pourrais même vous prévoir durant cette séance un QCM blanc. Je vais l'appeler comme ça, un QCM blanc. Comme ça, on pourrait déjà s'entraîner sur, ce qu'on va voir le lundi d'après. Ça marche, on fait comme ça? D'accord, monsieur. Très bien, donc à lundi, Inch'Allah. Merci, monsieur. Je vous en prie. Donc à très bientôt.